il y en avait qui étaient redondants par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait des intitulés qui se ressemblaient et finalement des pathologies qui se chevauchaient. Et le patient disait, moi, finalement, je peux aller dans l'un ou l'autre, mais finalement, il se renvoie la balle, c'était pas si simple, on avait l'impression que c'était pas clair pour la prise en charge, enfin, du côté soigné. Hein. Nous-mêmes, d'ailleurs, du côté soignant, parfois on s'y perd. Je dois dire que quand on voulait adresser un patient pour un problème donné, on ne savait plus trop à qui s'adresser. Donc c'est vrai que, et puis les intitulés n'étaient pas toujours très simples. Quand vous avez pathologie de mitochondriopathie, c'est juste, hein, mais c'est vrai que ça ne parle pas. Donc ça a été une première remarque forte. Et puis le fait qu'il y ait une disparité, que ce ne soit pas uniforme sur la France, c'était peut-être un peu gênant, parce qu'il y avait quand même des zones complètement désertées de prise en charge. Donc la volonté a été portée jusqu'au ministère et de dire on ne peut pas essayer de faire quelque chose de plus uniforme. Et c'est comme ça que l'idée de faire des filières, alors c'est pas la filière au sens où on l'entend, celle dont on avait entendu parler au sens de la sécurité sociale, il faut commencer par médecin généraliste, ensuite on va au spécialiste, c'est pas du tout ça, la filière, telle qu'on l'entend ici, la filière de santé maladie rare. C'est au contraire l'idée de uniformiser les pratiques au sein de plusieurs centres de référence qui pourraient avoir des problématiques communes. Alors, de là est parti le deuxième plan maladie rare, qui pour nous était une grande victoire, parce que fin 2010, début 2011, on se demandait bien ce qu'on allait devenir. Moi surtout, parce que je suis embauchée sur ce plan, et puis tous les PH, tous les praticiens et les paramédicaux, hein, posaient vraiment un vrai problème. Donc ça a été pérennisé pour 3 ans, donc ça prend fin cette année. Ça a été complètement reconstruit. Avant, il y avait le CNCL, Comité National de Labellisation. Là, il y a eu ce qu'ils ont appelé le COSPRO, c'est-à-dire le Comité de suivi et de prospective, présidé donc par Sabine Sarnaki, qui s'occupe de la santé, et Hélène Dolphus, pour ceux qui la connaissent, qui est généticienne, chef de service à Strasbourg. Il y a énormément de personnes, une quarantaine je crois, avec des représentants ministériels, d'agences sanitaires, etc. Et puis bien sûr, des représentants des associations. Avec cette fois plus 10 axes, mais 3 axes. Très simples. Renforcer la qualité de la prise en charge des patients, développer la recherche, amplifier la coopération avec l'Europe. Voilà les 3 axes. Alors, je vous fais court, parce qu'en fait, c'est développé sur 60-70 pages. Mais, vous voyez, les idées fortes qui ressortent, c'est celle du premier plan, avec cette fois encore plus la volonté, c'est très orienté sur la clinique, la prise en charge, les soins. Il y a la recherche, avec des retombées si possible sur les soins, donc recherche souvent orientée clinique, et puis l'Europe. Partager l'expertise, les expériences, les ressources sur les 7000 maladies rares recensées. Donc on retrouve toujours cette idée de partage et d'uniformité, de l'uniformisation des pratiques. Alors l'axe A, je ne vais pas tout développer en détail, mais juste pour vous sentiez la philosophie dans laquelle on s'inscrit les filières, l'axe A, c'est améliorer la qualité de la prise en charge, l'accès au diagnostic, donc ça concerne aussi le diagnostic génétique, hein, pas seulement le diagnostic radiologie, clinique, et après la prise en charge. Et c'est ça qui, à mon avis, dans le cadre des maladies rares, est plus difficile aussi à pérenniser. En structurant des centres de référence en filière, on y est. Voilà. C'était dans l'axe A. En identifiant des laboratoires de diagnostic approfondis, c'est fait, c'est en cours. En favorisant le développement de la télémédecine, on n'y est pas du tout. Mais justement, on compte sur les filières aussi pour essayer de développer ça. Et en développant les aspects épidémiologiques, on retrouve ce dont j'ai parlé dans le premier plan, cette fois à un échelon national, on va dire, pour être européen, qui s'appelle la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares, pilotée par Paul Landais, professeur Landais, qui est également mandaté sur ce sujet pour uniformiser tous les
des bases de données sur les maladies rares, donc les 7000 maladies rares. Projet hyper ambitieux, hein, jamais fait jusqu'à présent. Tout le dispositif dont je n'ai pas parlé d'évaluation des centres, parce qu'on a tous un budget de fonctionnement important. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est pas secret. Nous, malformation anorectale, on a 228 000 € pour fonctionner par an. C'est essentiellement pour financer les postes. Multiplié par 5 ans, hein, notre durée de vie au départ, on a bien sûr été expertisé par la Haute Autorité de Santé. Des experts qui viennent voir comment, sur 48 heures, qui épluchent absolument tout, qui viennent dans le service, militants, on a tous été, les 131 centres. Ça vient d'être modifié, tout ce système d'évaluation, par ce deuxième plan. C'est un système en ligne, beaucoup plus fluide, on va dire. Le but était aussi de faire des économies de santé, parce que déplacer des experts visiteurs 48 heures dans un endroit donné, ça coûte cher. Mais aussi d'être beaucoup plus au contact et au plus proche, parce qu'on nous demande des choses de plus en plus précises. Donc c'est pour vous dire, cet argent public qu'on manipule, on le valide et on donne des retours. Donc ça, c'est tout l'aspect d'évaluation aussi, qui est très important, qui va aussi être pour les filières, qui est en train d'être repensé et qui, pour cette année, pour nous, a été une première année d'essai avec un nouveau système d'évaluation. Et puis la rédaction des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Je sais que vous avez beaucoup travaillé dans les SPINA sur la rédaction des PNDS, on va dire, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Nous, on a beaucoup ramé, parce que c'est très difficile de coordonner plusieurs disciplines et plusieurs médecins ensemble. Et je dois dire que ça piétine un peu au ministère de la Santé, mais c'est un projet très ambitieux de vouloir rédiger des protocoles de soins pour toutes les maladies rares existantes. Pour tout ce qui est du médicament, j'en parlerai pas, mais ça aussi c'est un vaste sujet. Je dirais que nous, en chirurgie et tout ce qui est dispositif, on est un tout petit peu moins concernés parce que c'est très ponctuel, mais il y a des pathologies où c'est vital. Il y a un gros travail de fait aussi au ministère là-dessus sur les médicaments orphelins, dans le cadre de cet axe A. Et puis, tout ce qui est information et formation, je dois dire que c'est un versant difficile pour nous parce qu'on n'a pas de budget dédié et on est obligé de bricoler pour se déplacer, pour aller former les gens, que ce soit les soignants, même les patients. On fait ça en dehors de nos heures de travail, le soir tard, parce que c'est les seules disponibilités des parents en pédiatrie, c'est le samedi. Ça c'est difficile, mais bon, on y arrive. Mais je trouve que c'est un axe qui mérite d'être développé aussi, et je compte aussi sur la filière pour le développer. L'axe B, je ne vais pas développer, c'est donc la recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger, dont la Fondation Maladies Rares, qui fait plus qu'émerger, parce que je crois qu'elle a fêté ses 3 ans, qui est un projet de centraliser toutes les activités de recherche sur un organisme donné, qui donne l'information, qui aide les chercheurs. Et moi, pour l'avoir vécu, parce que j'ai proposé plusieurs projets de recherche, c'est une vraie aide pour nous. C'est vrai qu'après une journée de consultation, après une semaine passée auprès des malades, on n'a pas toujours l'énergie de se mettre à rédiger les projets de recherche. Et il y a une vraie aide de la part de cette fondation qui est à Paris, mais avec des émissaires dans toutes les régions de France. Le troisième axe est d'élargir les interactions avec l'Europe. Ça, j'en parlerai pas non plus parce que ça émerge. C'est pas encore complètement, on va dire, effectif, mais c'est pareil, c'est en train d'être réfléchi au niveau des filières. Voilà, donc si on se résume, on a ce plan Maladies Rares 2 qui est au milieu, là, avec 131 centres de référence, 500 centres de compétences. Il y a 56 laboratoires identifiés en France de génétique et de diagnostic, on va dire, hein, pour toutes ces maladies rares, chacun étant dédié à un certain nombre de maladies rares. Hein. C'est pour ça que quand vous avez une maladie, parfois c'est long d'avoir le résultat, parce qu'ils colligent et ils rassemblent les prélèvements avant de vous rendre le résultat. Autour, il y a la DGOS ici, qui est la Direction Générale d'Hospitalisation des Soins, donc avec tout ce dont je vous ai parlé, qui pilote le plan. Et il y a le ministère de la Santé. Et autour de ça, il y a les associations,
les fédérations, hein, l'Alliance, Orphanet et l'INSERM avec la Fondation Maladies Rares. Vous voyez tout ce jeu d'interaction, je trouve moi très intéressant parce que c'est rassurant aussi de se dire que tous ces gens quand même, ils communiquent et ils se voient. Ben donc ça a été à l'origine, mais en tout cas c'est cette nébuleuse, toute cette, je dirais, ce fourmillement de différentes personnes issues de disciplines différentes qui a permis de faire émerger l'idée des filières. Et donc l'idée, c'était, l'objectif principal vraiment, c'était de faciliter l'offre de soins pour les patients, mais aussi pour les professionnels, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, de mieux les orienter, mieux les prendre en charge et d'améliorer la coordination entre tout ça avec des actions de recherche ciblées et, on va dire, peut-être plus réfléchies autour de problèmes ponctuels ou problèmes d'organes particuliers. Alors, le but aussi, c'était de découper toute la prise en charge du patient et d'essayer de mettre du lien, ce qu'on appelle la recherche translationnelle, entre la clinique et la recherche. C'est pas si simple, hein. Vous imaginez peut-être parfois que tout ça c'est très fluide et par exemple, vous parlez du bâtiment Imagine, qui est un projet très ambitieux à Necker, où en bas il y a les consultations, et puis quand vous montez dans les étages, il y en a 5, vous avez tous les chercheurs. C'est formidable, mais c'est tout nouveau, et c'est pas comme ça en vrai. Hein, il y a les médecins d'un côté, et puis les chercheurs qui sont des fois même complètement ailleurs, sur un autre site. Et je peux vous dire, pour avoir fait quand même 3 ans de recherche en labo, que moi j'étais en labo, j'étais plus du tout en clinique, et vice-versa. Et c'est très difficile de mettre du lien. Et le but de la filière aussi, outre l'aspect soins, c'est de favoriser l'échange entre le clinicien et le chercheur de terrain, le scientifique, comme disait une de mes anciennes patronnes, le savant, et surtout d'interagir entre nous. Ça, c'est très important, parce que quand on en est au stade comme on en est de génétique, bon, j'en ai fait un peu pour le Curarino et je m'y suis intéressée, on voit bien qu'à un moment donné, quand on arrive à un niveau